Bonsoir et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Alors, je vais essayer de faire ça vite ce soir. Il faut que je me rende à ma fête des parents. Euh, donc, ça va être le premier sujet dont on va parler d'ailleurs, la fête des parents. Bon, vous avez vu la controverse, hein? Une école de Québec qui a voulu remplacer la fête des mères par une fête des parents pour ne pas froisser certains élèves. On va aller retourner voir ça. Sinon, je vais parler aussi un petit peu d'immigration. Il y a le Journal de Montréal qui a fait une pleine page, première page dans le fond, sur l'initiative du siècle. Ottawa a dû se rétracter. On va retourner voir un petit peu c'est quoi tout ça. Sinon, on va parler un petit peu de sobriété énergétique. Bon, Pierre Fitzgibbon qui veut qu'on se serre la ceinture d'un point de vue énergétique. On va se questionner un petit peu à savoir l'applicabilité de la chose à notre époque. Et juste pour terminer à la fin, je vais juste vous montrer un petit exemple on parle souvent de, bon, là, il y a eu le projet de loi C11, toutes les lois pour réglementer le web. Là, il y a C18 aussi qui va s'en venir. Souvent, c'est des lois qu'on nous dit, c'est pour contrer la désinformation. Et c'est un gros enjeu, la désinformation. Je vais vous montrer juste un exemple pour conclure cette émission de comment ces lois-là ou ces réglementations-là sur la désinformation, qu'est-ce que ça peut créer dans le fond comme situation. Je vais vous montrer une petite situation à cet effet. Bon, alors pour commencer, la fête des parents. Bon, alors vous avez vu ça, hein? C'est dans le fond une enseignante dans une école primaire de la région de Québec qui avait annoncé aux parents, dans le fond dans un communiqué, qu'il n'y aurait pas de fête des mères, hein, ni de fête des pères, que ce serait, au bout du compte, ce serait une fête des parents à la place. Et bon, on l'a justifié par le fait que s'il y a des jeunes qui n'ont pas de papa ou n'ont pas de maman, c'est toujours un moment qui est un petit peu malaisant, un petit peu embêtant pour eux. C'est ça. Et on a dit, bon, on l'a justifié de la sorte. Et là, ça l'a quand même créé controverse parce qu'effectivement, on vit une époque où on a l'impression que de plus en plus, on essaie d'effacer en quelque sorte tout notre héritage, notre culture, dans le fond, les fêtes communes qu'on avait. On est dans cette grande époque de la déconstruction. Et il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu tannés là, qu'on soit en train de tout annuler, par espèce de sensibilité à l'égard des minorités en quelque sorte. Et bref, à chaque fois que ça sort, il y a tout le temps du monde qui sont indignés. Mais là, ça a l'air que... en premier lieu, oui, Éric Duhem a sorti la nouvelle, mais ça a l'air que le Devoir, lui, a décidé que ça, c'était une indignation conservatrice. Donc, vous avez peut-être vu le titre là en tête ici. Indignation conservatrice autour d'une fête de parents dans une école de Québec. Alors que le Québec en entier parlait de ça, et la majorité se prononçait qu'on soit pour, qu'on soit contre, le Devoir l'a présenté comme une indignation conservatrice, ce qui m'a poussé d'ailleurs sur mes réseaux sociaux à affirmer que là, c'est comme si c'est rendu que tout ce qui était normal à la base, c'est rendu conservateur. Donc, c'est comme si plus ça va, là, plus on essaye de rentrer des trucs dans la gorge de la population, plus on essaye de faire passer des nouveautés. Et là, à chaque fois qu'il y a un petit peu de réticence de la part de la population, c'est comme « vous êtes rendus des gros réacs, vous êtes des conservateurs, des gens d'extrême droite. » Vous comprenez ce que je veux dire un peu? C'est comme ce qui était normal avant est rendu d'extrême droite. Donc, c'est sûr que dans une situation comme ça, bien, on peut comprendre pourquoi la gauche parle d'une montée de l'extrême droite. Elle crée des gens d'extrême droite juste en élargissant la définition. Donc, là, il ne parle pas nécessairement d'extrême droite, mais tout de même, d'associer le fait d'être choqué, qu'on ne puisse pas fêter la fête des mères dans une école, au fait d'être conservateur. Je veux dire, on s'entend, là, on est loin de conservateurs religieux contre l'avortement, etc. Là. Je veux dire, c'est quand même désolé, l'anglicisme, c'est quand même un stretch. Là. Mais tout ça pour dire que il y a un point particulier aussi qui m'a titillé dans cette histoire-là. C'est que, je ne sais pas si vous remarquez, mais depuis quelques temps, on dit constamment, justement, que cette droite-là, la droite conservatrice, on dit constamment, ou en tout cas, qu'une grande partie de la population voit du wokisme partout. On est tout le temps en train de dire, à chaque nouvelle qui sort, on dirait qu'il y a tout le temps du monde qui pointe du doigt, wokisme. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que dans toutes ces situations-là où on pointe du doigt, on dit wokisme, la défense est toujours la même. Donc, apparemment, on verrait du wokisme partout, mais leur défense est toujours la même. Mais c'est quoi cette défense-là?
à chaque fois inclusion. À chaque controverse woke qui se déroule, où on dit, voyons, vous voyez du wokisme partout, c'est pas si pire. Il y a toujours la justification. On a juste fait ça pour augmenter l'inclusivité de l'organisme, de rendre notre classe plus inclusive. Il y a toujours l'argument de l'inclusion derrière ces trucs-là. Et ce qui m'a poussé à me demander, eh bien, dans ce cas-là, bon, vous me direz c'est pas woke, mais il y a quand même un problème avec la conception actuelle de l'inclusion si ça crée autant de controverses. Si à chaque nouvelle politique d'inclusivité qu'on rajoute dans des entreprises, dans des organisations, dans des institutions, ça crée une controverse, eh bien, c'est peut-être parce que le concept d'inclusion n'est pas simplement juste... tout le monde est d'accord avec l'inclusion. Tout le monde est d'accord d'inclure les gens. Quand c'est rendu une inclusion, une inclusivité qui fait en sorte que la majorité doit s'effacer devant les minorités, c'est peut-être ça le problème. Et je dis peut-être, c'est ça le problème, en fait. Le point est que cette inclusion dont on nous parle depuis quelque temps n'est pas simplement ce que vous allez lire comme définition de l'inclusion dans le dictionnaire. Là. Elle est chargée idéologiquement et ça fait partie de cette fameuse triade diversité, équité, inclusivité. À chaque fois que vous voyez ça, bon, les gens me diront de voir que je vois du wokisme partout, mais derrière chaque controverse woke, il y a toujours les concepts de diversité, équité, inclusivité. Et je suis remarqué à quel point c'est rendu qu'ils en parlent comme... C'est quasiment un slogan. Je veux dire, diversité, équité, inclusivité. Je dirais même plus loin, c'est un mantra. C'est comme un mantra de ces nouvelles idéologies qui visent à déconstruire en quelque sorte la société majoritaire pour la rendre plus accueillante pour les minorités. Au bout du compte, ce que ça fait en sorte, ça ne la rend pas plus accueillante, ça la fait simplement disparaître au profit d'une espèce de pot pourri de tout ce qui se retrouve autre que majoritaire. Donc, tout ça pour dire que quand on dit les gens voient du wokisme partout, on fait juste ça pour faire de l'inclusivité, c'est comme une espèce c'est comme un petit peu circulaire comme raisonnement. Tu peux pas dire c'est pas woke, on fait juste ça pour augmenter l'inclusivité. L'inclusivité découle de ces politiques woke-là. Et tu sais, je le reconnais que woke, c'est une étiquette qu'on utilise. Et comme toute étiquette, bon, on en abuse et ça devient pratiquement aussi une insulte dans un certain sens. Mais je veux dire, avant que le terme woke existait, je me rappelle très bien que moi, je critiquais le postmodernisme. Le wokisme et le postmodernisme. Et je veux dire, il n'y a rien qui empêche que je voyais peut-être du postmodernisme partout, mais je me rappelle même à l'époque, autour de 2018, je me rappelle que je disais à des amis, je leur disais, je pense pas que le Québec soit prêt pour la déferlante postmoderniste qui va s'en venir. Cette déferlante-là, on est dedans en ce moment, et il semblerait qu'on a décidé d'appeler ça du wokisme. Mais comme je dis, le wokisme n'est pas qu'une étiquette. Le wokisme est une étiquette qui décrit cette nouvelle gauche postmoderne qui fonctionne sur des dynamiques différentes que la gauche la gauche classique qu'on appelle parfois, qui est une gauche plus ouvrière, plus il y a les concepts marxistes tout de même derrière, et le marxisme, il y a certains de ces concepts qui sont repris dans le postmodernisme, mais c'est une gauche qui est plus attardée, disons, à des enjeux plus pratiques, plus pragmatiques sur le temps présent, disons, augmenter les conditions de la classe ouvrière, augmenter les conditions de la population en général, des citoyens au sein d'un État. Mais on n'était pas nécessairement encore dans des dynamiques aussi avancées de déconstruction qui, elles, viennent plus du postmodernisme qui s'est développé autour des années 60. Donc, bref, c'est ça, de déconstruire tout ce qui est normes sociales, le sexe, le genre, c'est rendu fluide. Toutes les espèces de formes de manifestation qu'on voit découlent toutes d'une volonté de déconstruire. Et on voit en cela une manière d'augmenter la diversité, l'équité et l'inclusion. Bref, mon point là-dedans, tout ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas dire que les gens voient du wokisme partout alors que vous défendez partout que c'est pour augmenter l'inclusivité. Manifestement, c'est peut-être votre conception de l'inclusion et de l'inclusivité qui cause problème dans ce cas-là. Et si on gratte un peu, eh bien, on réalise que ces concepts-là d'inclusivité et d'inclusion découlent du postmodernisme et donc sont woke. C'est du wokisme. Faut arrêter de... Je veux dire, j'ai pas de problème à ce que des gens soient woke, mais arrêtez de faire comme si ça n'existait pas.
Arrêtez de faire comme... arrêtez de rendre anormal ce qui était autrefois normal, puis après ça, juger les gens, puis les traiter de conservateurs, puis d'extrême droite s'ils sont pas d'accord avec vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un petit peu changer les règles en cours de jeu. C'est comme, tu peux pas comme changer les règles en cours de jeu, puis après ça, dire à l'autre, ben voyons, t'es donc bien idiot de pas comprendre ce qui se passe en ce moment. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu convainques la population, et après ça, on peut changer les règles. Mais là, on l'a complètement renversé. C'est rendu que une minorité impose ses normes, et c'est la majorité qui doit l'accepter. Comme vous voyez, ça fait aucun sens. Donc, c'est ce que je vois dans la dynamique par rapport à la fête des parents. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont mentionné l'enseignante en tant que telle. Je suis persuadé que l'enseignante avait une bonne intention là-dedans, que ça ne devait pas être une militante postmoderniste, acharnée, que c'était tout simplement une enseignante qui avait à cœur de rendre à l'aise tous ses élèves, et que, tu sais, c'est sûr qu'un orphelin ou quelqu'un qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, ou en tout cas, c'est toujours triste à voir. Et je comprends que c'était peut-être tout simplement anodin, c'était vraiment pas une volonté de déconstruire la société. Mais c'est là aussi où ça devient intéressant, dans le sens où ça m'est arrivé souvent justement de me confronter contre des gens qui étaient en enseignement ou ça, qui me disaient « T'as pas étudié la pédagogie, pourquoi tu te prononces là-dessus, tu connais pas ça? » Le problème là-dedans, c'est que, et c'est ça qui est insidieux dans le postmodernisme, dans le wokisme, c'est le fait que ça a été développé d'abord comme une discipline sociologique. Donc, c'est dans les départements de sociologie que ça s'est développé majoritairement. Mais c'était dans les années 60. Et depuis le temps, eh bien, on le sait que ça l'a drainé un petit peu partout dans toutes les autres disciplines de sciences sociales. Donc, anthropologie, histoire, politique, toutes les autres disciplines. Et éventuellement, ça s'est rendu jusqu'à la pédagogie, évidemment. Parce que qui dit idéologie qui vise, qui a comme une espèce d'idéal social, ben nécessairement va vouloir rendre son idéal une réalité, il va vouloir l'appliquer. Donc nécessairement la pédagogie, former des nouvelles générations dans ces nouvelles normes de déconstruction de la société. Mais pour le postmodernisme, c'était juste une évidence. Et comme je dis, je suis pas en train de dire que tous les enseignants sont rendus des gros militants intenses, mais le point est que la pédagogie actuelle a été influencée par ces idées-là, ces idées-là postmodernes qu'on pourrait qualifier de woke. Et comme je vous dis, bon, c'est bien beau sur papier, diversité, équité, inclusion, mais vous allez le voir partout. Et dans la pédagogie, c'est clairement là. Je veux dire, toutes les nouvelles politiques qui essaient d'appliquer, c'est toujours pour augmenter le confort des élèves, et en quelque sorte, ils voient dans ces idées postmodernes-là une espèce de manière de l'accomplir. Mais, comme je vous dis, ça a l'effet insidieux que, tu sais, il y avait une ancienne doctrine un peu de pédagogique dans le temps qui était plus la relation maître à élève, avec la règle puis tout le kit, l'élève, tout tient tranquille, c'est nous qui décide. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on vit une époque où on manque de discipline, et je pense que c'est le cas aussi. Mais selon les critères actuels de la pédagogie, ça serait considéré comme hérétique, ça serait considéré comme même une violation des droits de l'enfant, et ci et ça. Alors, c'est deux positions qui s'affrontent. Je ne suis pas en train de dire que l'autre est l'idéal, puis tout, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces normes-là de pédagogie, là, un petit peu babacool qu'on a en ce moment, c'est bien beau de les appliquer d'une manière professionnelle. C'est ça qu'ils ont appris à l'université à appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'à la base, ce qui est enseigné comme pédagogie en ce moment est nécessairement la panacée, puis que c'est la meilleure manière d'enseigner. À partir d'un certain stade, il faut comprendre que la vie, c'est dur. La vie, c'est une jungle. Il y a une majorité qui existe. Et si tu es orphelin, tu peux pas juste cacher, dans le fond, le fait que on peut pas. C'est pas à la société à cacher le fait que tu es orphelin puis de s'accommoder par rapport à ça. C'est triste, c'est extrêmement triste. Mais même j'ai entendu une analyse récemment qui disait on est quasiment dans la positivité toxique.
quand c'est rendu qu'il faudrait à tout prix éviter l'espèce d'éléphant dans la pièce, le fait qu'un n'ait pas de maman, l'autre n'ait pas de papa. De juste annuler la fête complètement, c'est quasiment d'empêcher l'enfant de vivre cette espèce de tristesse qui est naturelle. Là. C'est comme de dire, t'as pas le droit d'être triste, on va juste pas fêter. Puis comme ça va être correct. En tout cas, bref, plein de manières de revirer la situation. Mais bref, mon point était tout simplement pour dire que vous pouvez pas dire aux gens, vous voyez du wokisme partout, mais avoir tout le temps la même justification. Je veux dire que ce soit rajouter des drag queens un peu partout, les genres ont de toilettes mixtes parce que les genres sont rendus fluides. Là, la fête des parents, vous regarderez là, toutes les controverses woke ont toujours pour justification l'inclusion, l'inclusivité. C'est quoi, c'est une coïncidence? Je veux dire, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous voyez ça partout, alors que partout, c'est toujours la même justification qu'on donne. Manifestement, c'est que la justification relève du même phénomène, qui est dans ce cas-ci du wokisme. Maintenant, on va aller parler un petit peu en l'initiative du siècle. Comme je vous disais, c'est ça, le Journal de Montréal en a fait une assez intense. Donc, on parle, la Century Initiative, l'initiative du siècle, est un groupe de lobbyistes qui essaie d'encourager le Canada à se rendre à 100 millions de personnes d'ici la fin du siècle. Donc, on veut augmenter massivement l'immigration pour augmenter la population. Donc, aujourd'hui, on est autour de trentaine et plus de millions. Là. Mais on voudrait l'augmenter à 100 millions. Donc, vous comprendrez que c'est quand même une augmentation assez significative. Et ça voudrait dire, à la fin du siècle, 12 millions de personnes à Montréal, 5 millions à Québec. Donc, assez intense. Et l'affaire là-dedans, c'est que, on avait parlé récemment de cette initiative du siècle-là. Un des membres, dans le fond, de ce groupe de lobbying-là était aussi, dans le fond, le patron de McKinsey. Et on le sait que McKinsey a vraiment eu à faire beaucoup avec Ottawa. Donc, dans les derniers temps, c'était comme clair que les gens faisaient des liens parce que le gouvernement Trudeau voulait augmenter l'immigration d'une manière significative. Et les gens ont quand même connecté assez rapidement. Ils se sont dit, clairement, Justin Trudeau suit à la lettre le plan de la Century Initiative. Maintenant, là, avec toute cette controverse-là, il semblerait que le gouvernement, finalement, a décidé de se distancier. Donc, ça, on a vu cette semaine, et je présume que c'est parce que ça créait toute cette controverse-là. Partout, tout le monde au Québec en parlait. Parce qu'évidemment, au Québec, ce que ça veut dire, c'est que ça nous noyerait encore davantage dans l'immigration, et ça ferait probablement, très fort probablement, décliner le français au Québec. Hein, on va pas se mentir. Et c'est ça. Donc, ça signerait peut-être même ça signerait peut-être la mort du Québec, en quelque sorte. Donc, évidemment que ça fait de la controverse. Et bien là, ça l'a fait en sorte que, je présume que c'est à cause de la controverse que ça a créé, que Ottawa s'est distancié. Il a dit 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Ottawa dit non à l'initiative du siècle. Bon, ils disent, ces seuils ont été fixés en fonction des intérêts du Canada et non en réponse aux désirs d'un groupe indépendant. Bon, c'est bien beau tout ça, là. C'est bien beau les mots. Mais le gouvernement a quand même annoncé qu'il voulait 500 000 immigrants par année d'ici 2025. Donc, on parle quand même d'une augmentation assez radicale. Et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, l'été passé, non, c'était en décembre en fait, mais c'est quand on venait juste d'être en campagne électorale et tous les partis étaient opposés, pratiquement, sauf QS, tous les partis étaient opposés à une augmentation de l'immigration. Et le gouvernement Legault, lui, fixait ça à 50 000. Puis, c'est ça, même Québec solidaire n'osait pas aller au-delà de 80 000. Et là, Justin Trudeau, lui, il augmentait ça à 112 000. Et donc, je me rappelle, à l'époque, c'est ça, j'avais écrit un texte ici pour dire, Justin Legault en a rien à foutre de l'opinion du Québec par rapport à l'immigration. Parce que clairement, il savait qu'on venait d'être en campagne électorale, ces thèmes-là avaient été débattus, les seuils d'immigration sont très clairs pour les Québécois. Bon, c'est-à-dire, on s'ostine entre un 50 000 et un 80 000, mais on n'est pas dans le range du 100 000. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que ça crée une situation où c'est comme si Justin Trudeau, il ouvre la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton qui est la fenêtre de ce qui est acceptable à parler. Et c'est comme si, en mettant un chiffre encore plus élevé, c'est comme s'il venait de rajouter ça dans la conversation alors que personne n'avait demandé. Puis ça crée comme effet que peut-être qu'il y a la possibilité qu'on l'augmente encore plus. En tout cas, bref, tout ça pour dire que
Ben c'est ça. Même si Ottawa dit qu'ils ne vont pas aller de l'avant dans l'initiative du siècle, toute leur politique indique quand même qu'ils se dirigent quand même un petit peu vers ça. Et même il y a le NPD, il y a quelque temps, qui a demandé, qui avait proposé là, de mettre une loi comme de faire, dans le fond, punir, on recevrait moins de péréquation si on n'accepterait pas, dans le fond, le nombre d'immigrants que le reste des provinces accueillent ou quelque chose du style, mais ça leur aurait clairement nuit au Québec, parce que si Ottawa veut augmenter d'une manière significative de même les cibles d'immigration, ça fait en sorte que le Québec de facto aurait été pénalisé par cette loi-là, parce que le Québec, lui, il a ses propres seuils et il ne veut pas les dépasser, et clairement, on n'est pas au même tempo par rapport au Canada. Et donc, c'est ça, c'est encore une controverse. Bon, ça fait quand même un bon moment que ça dure, mais tu sais, on le sait, avec tout le déclin du français, avec ce qui se passe en ce moment, on le sait clairement qu'il y a une volonté, en quelque sorte, de nous noyer, là, et ça va faire baisser aussi. Le problème là-dedans aussi, c'est que ça va faire baisser, dans le fond, d'une part, soit on augmente l'immigration massivement et ça fait décliner le français, donc le Québec en tant que tel, ou d'une autre part, on n'accepte pas assez d'immigration, mais la population canadienne va quand même augmenter et ça va diminuer notre poids politique quand même dans le pays. Donc, c'est sûr que c'est quand même un petit peu embêtant et ça crée une situation où, bon, tu sais, si on peut augmenter notre immigration provenant de pays francophones, c'est une chose. Même là, on se ramasse quand même avec tous les problèmes que ça peut créer en termes de vivre ensemble. Hein. Bon, les lois sur la laïcité et tout le kit en fait partie. Mais il y a aussi l'option qui serait probablement la meilleure, que c'est apparemment tabou de nos jours d'en parler. Il faudrait peut-être aussi créer des incitatifs à la natalité au Québec. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est une chose d'être contre l'immigration massive, mais il faut quand même trouver une solution au déclin démographique du Québec. Et tu sais, il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont liés, ne serait-ce que juste avec l'inversement de la pyramide démographique. Tu sais à quel point les jeunes ont un gros poids sur les épaules, là, considérant que la majorité de la population est rendue, se dirige vers les poussettes, puis ce que je veux dire, c'est que la population vieillit. Ça crée un problème au bout du compte. Et c'est pour ça aussi que, tu sais, des fois, je vois du monde, tu sais, quand tu vois des gauchistes qui disent faudrait pas faire d'enfants, hein, pour la planète, etc. Et qui disent, tu sais, de toute façon, c'est pas de tes affaires si je veux faire des enfants ou pas, hein, c'est des affaires de personnes, ça te touche pas. Bien, c'est ça le problème, c'est que oui, en fait, ça touche l'ensemble de la population. Si les gens arrêtent de faire des enfants, ça touche tout le monde au bout du compte. C'est d'un point de vue économique, c'est d'un point de vue social, il y a tellement de conséquences néfastes à ça. Puis c'est bien beau là, de tout remplacer par des robots comme au Japon, là, mais on peut pas continuer comme ça pour longtemps. Là. À partir d'un certain stade, il faut qu'une population soit capable de se renouveler. Et ben, c'est pour ça que je dis que déjà avoir des bons incitatifs à la procréation, ce serait déjà une bonne chose. Mais apparemment, c'est tabou. La CAQ l'avait proposé dans sa plateforme, mais ils l'ont effacé au premier jour de leur premier mandat en 2018. Donc, il faudra voir. Mais en tout cas, dans tous les cas, Ottawa, hein, joue un petit peu l'hypocrite, dit non, hein, on n'embarque pas dans la Century Initiative, mais en même temps, il veut 500 000 immigrants de plus par année. Il veut vraiment ouvrir les valves. Donc, à suivre. Maintenant, je voulais parler aussi un petit peu de sobriété énergétique, hein, parce que bon, j'en parle quasiment chaque semaine, parce que c'est un gros enjeu. Les enjeux énergétiques sont vraiment rendus très, très significatifs. D'ailleurs, cette semaine, on a vu que, dans le fond, un PDG, je pense, d'une mine ou quelque chose qui disait qu'on n'avait même plus assez d'électricité vraiment pour soutenir en quelque sorte toute l'industrie des mines au Québec. On a aussi des élus américains au Maine qui s'inquiètent que Hydro-Québec soit pas capable d'assurer son contrat, soit pas capable d'honorer son contrat, dans le fond, avec le Massachusetts, mais ça passe par le Maine, et qui là voudrait carrément résilier le contrat. Puis là, ça amène une logique quand même assez curieuse, comme quoi ils disent, c'est aussi que ce contrat-là, c'était fait pour avoir de l'énergie verte.
Mais là, si Hydro-Québec construit des nouveaux barrages, ben, ça veut dire que les cibles de réduction de carbone qu'on s'était fixées ne font plus vraiment de sens. Parce que quand tu crées un barrage, ça crée des hydrocarbures. Hein? Ça crée des gaz, ça crée des gaz à effet de serre. À cause du bassin que ça crée et toutes les matières organiques qui pourrissent dedans. Donc, un barrage, quand ça fait longtemps qu'il a été construit, il n'y a pas de problème, mais au moment de sa construction, ça crée des gaz à effet de serre. Donc, bref, l'argument est quand même bon. En même temps, c'est quand même curieux que Hydro-Québec se fasse littéralement dire « votre énergie n'est pas assez verte ». Mais c'est ça, ce qu'il dit, c'est que s'il faut qu'Hydro-Québec construise des nouveaux barrages, ça veut dire que les cibles de réduction de gaz à effet de serre qui étaient fixées dans le contrat initialement ne font plus de sens. Donc, il y a de un, cette préoccupation-là qu'Hydro-Québec ne soit pas capable d'assurer le contrat, et de deux, que cette énergie-là soit au bout du compte moins verte qu'il n'y paraît. Donc, on voit que là, Hydro-Québec, hein, Fitzgibbon nous annonçait qu'il restait juste 1000 mégawatts pour les projets industriels. On voit que là, on est vraiment rendu limité. Ça limite notre développement, ça limite absolument tout. Et donc, évidemment, il y a la solution de créer des barrages. On nous dit aussi des éoliens ou du solaire. Alright. En même temps, on nous force de plus en plus à consommer de l'électricité. On veut qu'on change tout le parc automobile puis qu'on convertisse tout ça à l'électricité. On veut que tout le chauffage qui était au gaz passe tout à l'électrique. On veut interdire les poêles au gaz. Je présume qu'éventuellement, on va interdire les barbecues au propane. Je présume que ça s'en vient. Donc, bref, on est tout en train de convertir l'ensemble de nos activités à l'électrique. En fait, c'est le gouvernement qui nous force à consommer plus d'électricité, mais d'un autre côté, il nous dit, bon, on peut construire des barrages, c'est ça, mais un gros truc sur quoi il insiste, c'est la sobriété énergétique. Bref, qu'on se mente pas à nous-mêmes, là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est de se serrer la ceinture. Donc, on nous dit, consommer plus d'électricité, hein, avec voitures, chauffage, etc., mais consommez moins d'électricité, soyez plus modérés. Faites vos brassées de lavage durant la nuit. Utilisez vos électros pendant la nuit. Écoutez, moi je suis pas contre la tarification dynamique, c'est une bonne chose, je pense. Effectivement, si ça peut épargner, si les gens peuvent faire leurs activités à d'autres moments que dans les pics de consommation, et ça peut épargner Hydro-Québec de planter littéralement dans ces pics de consommation, moi je suis pas contre. Et je veux dire, ouais, clairement, ça pourrait être moins cher dans des moments où il y a moins de demande électrique. J'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai avec ça, c'est juste d'en faire comme une espèce de panacée, comme quoi on pourrait régler. Je crois qu'on exagère un petit peu la portée de ce que ça peut créer comme la sobriété énergétique. Et j'ai fait un texte par rapport à ça cette semaine. Écoutez, là, on vit, non seulement il y a ça, la transition où on veut qu'on consomme de plus en plus d'électricité, qu'on passe toutes nos activités à l'électrique, mais en plus de ça, regardez un petit peu autour de vous là, ce qui se passe. Comparez-le à il y a juste quelques décennies. Là. Il y a des écrans littéralement partout. Il y a Internet, tout est connecté. On veut que tout soit intelligent. De nos jours, c'est la ville intelligente, maison intelligente. Il y a des écrans partout. Tu sais, juste vous donner un exemple, là, mettons... tu sais, ce genre d'écran-là qui se retrouve partout dans l'architecture, des espèces de projections, on est comme rendu accro au LED, hein, c'est des villes au LED, tout est au LED maintenant, tout est éclairé, dans l'architecture, dans le design, il y a toujours une intégration, il y a toujours une demande électrique là-dedans parce que tout doit être beau, éclairé, c'est beau, oui, je suis d'accord. Et c'est ça, vous voyez, hein, ce genre de place publique-là qui demande l'énergie. Là. J'habite juste en face du centre Vidéotron. Là. Il y a des nuits, il y a un écran là, qui est littéralement gros comme mon appartement en entier, gros comme le building quasiment. Et des fois, pendant des nuits entières, ils diffusent de la publicité. La lumière est tellement forte que ça éclaire tout le quartier en face. Et là, ils voudraient qu'on fasse nos brassées de lavage la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire un peu? C'est qu'on nous demande de consommer toujours davantage d'électricité. Toutes les normes en matière de design, d'architecture, tout est rendu intelligent, tout est rendu connecté. Donc, il y a de plus en plus de demandes électriques aussi à ce niveau-là. On essaie de vivre une espèce de
dans une espèce de mode futuriste là, où que tout est éclairé, tout est interactif, hein, des écrans tactiles partout puis tout. Puis en même temps, on nous dit de nous serrer à la ceinture puis de faire des brassées de lavage la nuit. Je suis désolé, mais pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Construisez des foutus barrages, mais... Puis oui, clairement, on peut augmenter... on peut devenir plus modéré, mais parler de sobriété énergétique, je suis désolé, mais c'est complètement ridicule. C'est complètement paradoxal de parler de sobriété énergétique en 2023 à l'ère des villes intelligentes, des maisons intelligentes, etc. Bon, il y en a qui me diront, ouais, mais le principe d'intelligence, c'est justement pour faire des économies d'énergie parce que un ordinateur peut calculer ici, ça, puis attribuer l'énergie au bon moment. Puis ça, souvent, la ville intelligente est considérée un petit peu comme ça. Hein, c'est pour augmenter augmenter l'efficacité des villes et donc c'est aussi leur efficacité énergétique. Mais ça reste que c'est des foutus ordinateurs qui sont derrière ça. Ça reste que, je veux dire, on a de plus en plus, hein, à la place d'avoir quelqu'un qui va scanner nos items d'un magasin, ça va être rendu tout des self-service. Tout est... éventuellement, on s'imagine voir des robots un peu partout qui remplacent des individus. On vit dans une époque où la consommation énergétique est juste augmente en flèche. Tu peux pas dire d'augmenter la sobriété énergétique parce que c'est comme si tu dis que pour les prochaines décennies, il va falloir être de plus en plus sobre si on veut faire croître l'économie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si l'augmentation est telle, eh ben, on n'a pas le choix d'aller chercher des nouvelles sources et aussi peut-être slacker un peu sur les bannissements de sources énergétiques qu'on a déjà. Là. Parce que là, c'est surtout ça le point. Là. C'est bien beau de se serrer la ceinture, mais on a déjà d'autres sources d'énergie. Là, vous voulez qu'on consomme plus d'électricité, mais en même temps, vous voulez qu'on se serre la ceinture. Bon, en tout cas. Bref, c'était juste mon petit point par rapport à la sobriété énergétique. À l'heure de la civilisation du LED et des écrans tactiles, on veut que les gens fassent des brassées de lavage la nuit. Allez chercher une espèce de logique à ça. Moi, je la trouve pas, mais en tout cas. Maintenant, juste rapidement, c'est ça, je voulais vous montrer vite. Je vous disais par rapport à la désinformation. Bon, c'est un gros enjeu du temps. Les gouvernements veulent lutter contre la désinformation sur le web et on s'inquiète beaucoup qu'en fait le web ait donné la voix à n'importe qui. Et donc, je crois que c'est Umberto Eco qui disait le problème avec Internet, c'est que dans le temps, t'avais des gens dans les tavernes qui allaient dire des énormités, mais maintenant, ils sont sur la place publique sur le web. Ce qui n'est pas faux. Hein, c'est ce qui est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a un bon paquet de trucs ridicules qui circulent sur le web. En même temps, c'est ça. Donc là, on dit, le gros problème des informations, c'est ça. C'est tous ces gens qui ne sont pas des vrais journalistes qui osent dire leur opinion sur le sujet et tout. Bon. Et dans la majorité des cas, les politiques des gouvernements pour contrer ça, justement, la loi C11, le projet de loi qui est devenu une loi, là, C11, c'était par rapport à ça. C18, c'est aussi un petit peu dans la même logique. Ces lois-là sont faites pour habituellement encourager les médias grand public, en quelque sorte, sur le web, à leur donner une place de choix par rapport au reste de l'information. Donc, c'est pour en quelque sorte resubordonner le reste de l'information par rapport à l'information des journalistes. Et donc, la loi C11 qui vise à jouer dans les algorithmes pour mettre plus de place à des médias reconnus. Et donc, c'est une manière de contrer la désinformation, selon eux, de s'assurer que les grands médias soient sur les plateformes, soit encouragés dans les algorithmes sur les plateformes. Loi C18, c'est au niveau du financement. On veut qu'il y ait un financement particulier aux grands médias. Donc, bref, la logique étant que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de grands médias sur le web que de petits commentateurs comme moi qui disent leur opinion. Et c'est là où... apparemment, oui, c'est logique. En apparence, je veux dire. C'est-à-dire que oui, ok, je reconnais que les grands médias, ils ont des journalistes qualifiés qui suivent une déontologie, qui vont vérifier leurs sources, etc., etc. Et de prime abord, tu dis c'est logique que si c'est des grands médias qui ont justement ces normes journalistiques-là, soit sur les grandes plateformes, ça serait logique que ce soit mieux comme ça. Le problème là-dedans, c'est au niveau de... C'est quoi la sélection qui est faite de l'information? En fait, je ne vais même pas aller jusqu'au problème, je vais vous montrer l'exemple. Il y a quelques jours de ça, je voyais passer des titres qui parlaient d'un town hall de Trump
un town hall, qui est comme dans le fond, une espèce d'entrevue avec un politicien, mais où, dans le fond, le public peut participer, poser des questions. Donc là, c'était CNN qui avait organisé un town hall avec Trump. Et là, bon, il y a du monde qui parlait. Et, évidemment, connaissant Trump, vous le savez que ça a créé des petites frictions avec l'animatrice dans ce cas-ci. Et bref, mais là, tout le monde en parlait. Tout le monde disait, CNN, ils sont comme en catastrophe et ils veulent essayer de... Ils n'ont pas apprécié parce que je présume que Trump a bien passé parce que là, tout le monde disait. Mais d'un autre côté, tu voyais les titres qui disaient c'est un scandale, c'est une honte, etc. Et bon, bref, je me disais, je vais aller voir c'est quoi ce town hall-là. Donc, admettons que je veux aller voir c'est quoi. Donc, je cherche Trump Town Hall. Regardez les vidéos qu'on a. Alors, 6 minutes 41. Clairement, c'est pas ça. 8 minutes 14. Ça s'est quand même amélioré, mais vous voyez, ça, c'est il y a un jour. Mais, si Trump Town Hall, Debacle, Shredded, Roasted, Toasted, c'est pas mal les mêmes titres. Ici, c'est un short. Ici, c'est un live. 15 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Là, je veux le voir au complet. Je veux pas des extraits. Là, tout ça, c'est des réactions. C'est du monde qui réagissent au Town Hall. Et c'est tout des 1 minute. Ça tourne tout autour de 5 minutes. Là. C'est un peu moins pire là, parce que je présume que ça fait assez de temps. Puis il y a du monde qui ont fait des vidéos. Mais moi, ce que je veux, c'est écouter le Town Hall. Je veux pas écouter un extrait de ce que c'est. Je veux l'information brute. Je veux juste le Town Hall. Donc, je sais pas, complete. 7 minutes. Vous voyez, check. David Pakman Show. OK, ça a l'air que CNN ne veulent pas me montrer leur propre Town Hall. Donc, je vais aller voir David Pakman Show, I guess, parce que c'est ça, lui, 1 heure. I guess we would call it. Encore une analyse. Bon, je ne l'ai pas. On va aller voir ailleurs, je présume. Si je veux trouver le temps dans 3 minutes, 10 minutes, 11 minutes, 1h14. Seems to be getting a little frustrated. Pro-life people are in a struggle. This question this evening. Il semble être complet. Alors, mon point ici, là, c'est que c'est qui donne la meilleure information en ce moment? Est-ce que c'est les grands médias qui me donnent juste des extraits de quelques minutes, dont les 3/4, c'est des analyses de leurs journalistes, et qui m'empêchent de voir le vrai vidéo, le Town Hall en tant que tel? Ou est-ce que c'est ce gars-là, cet inconnu-là, Modern Renaissance, quelque chose, un YouTuber obscur qui a décidé, lui, de le streamer, qui a l'air de le commenter, mais qui l'a quand même mis dans son intégralité? Je l'ai regardé d'ailleurs, cette vidéo-là. C'est comme ça que j'ai pu regarder le Town Hall. C'est à cause de ce YouTuber-là. Mon point est que augmenter la présence des grands médias, si c'est ça qu'ils font, c'est pas ça qui va augmenter qui va contrer la désinformation. Moi, ce que je veux, c'est pas vos opinions. Je veux voir ce qui s'est passé. Je veux voir les vidéos. On vit à une époque où il n'y a pas de limitation là, au niveau du temps des vidéos. Du temps de la télé, ça faisait du sens qu'on nous donnait juste comme des 10 minutes. Puis, c'est l'extrait qu'on va avoir, puis c'est tout. On vit à l'ère d'Internet, là. CNN n'a aucune excuse de mettre l'entièreté du temps nord. Puis, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas eux qui m'ont donné l'information en ce moment. C'est pas eux qui m'ont donné l'information la plus authentique. Clairement, je suis allé la chercher auprès d'un petit YouTuber parce que lui a décidé de le streamer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La logique de juste augmenter la présence des grands médias sur le web fait pas en sorte qu'on compte la désinformation. S'ils décident de ne pas publier l'information, parce que là, apparemment, c'est ça. Ça s'est tellement bien passé pour Trump que là, il essaye de supprimer les vidéos un peu partout. Bon, là, on parle de Trump, mais je veux dire, ça m'est arrivé 1000 fois. Moi, ce que je veux voir, c'est quoi? Va-tu falloir maintenant que quand je regarde mes informations, j'écrive rough footage? Je fais ça pour des vidéos historiques, là, rough footage, mais je fais pas ça pour les nouvelles. Habituellement, je me serais attendu d'avoir la vidéo. En tout cas, bref, vous comprenez mon point.
c'est pas nécessairement en augmentant la présence des grands médias sur les plateformes qu'on augmente qu'on compte la désinformation. C'est juste, c'est pas automatique de même. Et dans ce cas-là, comme vous voyez, la personne qui m'a le mieux informé, c'est un petit YouTuber nowhere comme ça. Parce que il m'a pas juste offert ses propres analyses d'un truc qui m'empêche de voir. Il me fait regarder le truc, il dit ses analyses, je peux être d'accord ou pas avec lui, mais au moins j'ai le document en entier. Bref, c'était juste un petit point que je voulais amener de même parce que ça m'avait fait capoter. Là, c'était moins pire, comme je dis, c'était des plus longues vidéos, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était des 1, 2, 3 minutes, des vidéos de 3 minutes pour un temps hall de je sais pas combien de temps ça avait duré au complet, mais au moins 1 heure. Donc, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que ces lois-là, pour forcer les grands médias à être prépondérants sur les médias sociaux, c'est pas une question de désinformation. Je suis désolé, mais c'est pas une question de désinformation. Alors, c'est tout pour moi. Je m'en vais de ce pas à la fête des parents. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à la prochaine.